découvre, et comme je suis très docile, je lis attentivement, que je retracerai mon parcours de recherche en l'éclairant d'analyse de mon champ scientifique et en m'attachant, selon l'expression de Pierre Nora, à se faire l'historienne d'elle-même. Alors ça, vraiment, ça m'a beaucoup préoccupée, car qu'est-ce que c'est que se faire l'historienne de soi-même? Et bien que féministe et indépendante, j'obéis aux injonctions de mes amis. J'ai cru qu'il fallait absolument que je m'auto-raconte théoriquement, et donc j'ai fait un immense effort qui m'a beaucoup coûté pour essayer de penser à ma propre genèse, ma genèse pas personnelle, rassurez-vous, mais enfin à ma genèse théorique, si je puis dire, et politique, ce que je ne comptais pas faire, franchement, si je n'avais pas vu cette injonction, me faire l'historienne de moi-même. Rien de plus difficile que de se faire l'historienne de soi-même. J'ai même soupçonné certaines de mes amies historiennes qui, semble-t-il, ne sont pas à l'origine de cette phrase. Et donc, je vais donc vous parler à partir de ce schéma, c'est-à-dire en essayant de refaire ma propre genèse, et non pas en parlant ou en exposant à partir de ce qu'aujourd'hui, si vous voulez, je projeterais ou je penserais en tant que philosophe par rapport à la question du genre et des femmes et du féminisme. Donc je vais reprendre les choses de manière un peu historique. Ça m'a demandé beaucoup de souffrance et de soucis, mais bon, pourquoi pas, ce n'est pas vain. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que l'histoire et l'histoire de soi est une chose extrêmement complexe, qu'on triche toujours un peu quand on en fait l'histoire, c'est-à-dire que forcément on détache, on est bien obligé, et c'est la dureté du travail de détacher d'un grand magma informe, complexe, multiple, une ligne, si vous voulez, un fil, une certaine logique de l'histoire, alors que je serais plutôt partisan d'une sorte de cacophonie de l'existence humaine et de ma propre existence en tout cas, mais dont se dégagent probablement quelques lignes directrices. Et donc je vais essayer de respecter cette injonction et de faire un exposé qui n'est pas seulement ce que je penserais aujourd'hui, ma manière actuelle de penser la question, mais d'en reprendre une genèse autobiographique en quelque sorte. Rassurez-vous, je ne vais pas m'étendre en détail sur ma vie, mais quand même, je me suis interrogée moi-même sur la manière dont je suis arrivée aux positions qui sont les miennes aujourd'hui, à travers des péripéties diverses, dans lesquelles, bien entendu, la rencontre du féminisme, la naissance du féminisme dans les années 70 a joué un rôle considérable. Je suis très reconnaissante d'ailleurs aux organisatrices de ces journées de m'avoir conviée et de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ici, même si c'est une chose vraiment très difficile. Je ne connais rien de plus difficile que de se résumer, de se synthétiser. Je les remercie infiniment, puisque j'ai un parcours un peu particulier et un peu chaotique, puisque d'une part, je m'inscris plutôt dans l'héritage philosophie et je dirais aussi littérature, entre philosophie et littérature, et que d'autre part, la première partie de mon parcours ne s'est pas passée dans le contexte du féminisme français, bien que très proche, mais je suis née féministe à Bruxelles, où j'ai vécu jusqu'en 81, et donc, si vous voulez, la première partie et les premières assises de ma structuration féministe se situent un peu hors du champ qui est dominant. Non pas en dehors tout à fait, cependant, puisque, bien évidemment, nous étions en relation constante et en interaction constante, d'autant plus que j'avais une compatriote que vous connaissez bien, qui a changé de nom d'ailleurs entre-temps, qui est Lucie Rigaray, qui était à ce moment-là à Paris et tenait une des tendances du féminisme français. Mais je veux dire par là que j'ai un parcours un peu chaotique, que de plus, étant donné mon âge avancé, j'avais un certain itinéraire intellectuel. Je ne suis pas née avec le féminisme, à la différence de beaucoup de féministes des années 70 qui, au fond, ont émergé jeunes, si vous voulez, sont nés dans le féminisme, sont constitués dans le féminisme. Et c'est cette complication d'un itinéraire où je suis frappée de la grâce féministe alors que j'ai déjà tout un parcours philosophique, si vous voulez, et que cette rencontre va bouleverser ce parcours, même très violemment,
et d'autre part, la première partie de mon histoire ne coïncide pas avec ce que vous savez sans doute tout aujourd'hui, des débats et des oppositions et des débats propres à la scène franco-française que, bien entendu, je fréquente, que je connais parfaitement, mais qui n'est pas la seule de référence et à laquelle, heureusement, dans les premiers temps, dans cette première étape qui va devenir si conflictuelle, dans laquelle je ne suis pas amenée à prendre parti, où, si vous voulez, je peux m'intéresser à tout ce que chacune, dans sa dimension et dans son itinéraire propre, soutient, à écouter les différentes voix et en même temps à ne pas devoir en supprimer certaines au profit des autres. Et cette position un peu extérieure m'a peut-être permis justement de comprendre, enfin d'éviter le dogmatisme, c'est-à-dire de situer ma réflexion féministe toujours d'abord dans une sphère dialogale, de penser que c'est d'abord un dialogue et non pas une dogmatique, de ne pas chercher prématurément à établir une thèse qui soit la bonne, si vous voulez, mais à avoir une conception du féminisme comme ce qu'Arendt m'apprendra à appeler un dialogue pluriel, qui s'enrichit des différentes sonorités. Il n'y a pas une vérité une du féminisme qui serait la bonne, et quand on redit on n'est pas la femme et on devient, oui bon, c'est une très belle formule, mais elle est polysémique, si vous voulez. Et donc cette extériorité est à la fois un handicap peut-être pour l'histoire du féminisme français, mais est en même temps pour moi une richesse qui m'a, enfin, finalement, quand je le pense a posteriori, un avantage qui m'a permis de ne pas devoir rallier un dogmatisme prématurément, mais de pouvoir concevoir le féminisme et la pensée féministe plus tard de genre comme une problématique toujours en suspens et non pas comme une théorie qu'il faudrait rallier ou un camp qu'il faudrait rallier. Ma formation philosophique m'amène d'ailleurs à penser, enfin à affirmer, et je le retrouve chez Hannah Arendt, que la pensée n'est pas une idéologie et qu'il faut absolument distinguer pensée et idéologie, pensée et dogme, si vous voulez. Et je trouve un peu regrettable qu'à un certain moment de leur histoire, et il faut certainement s'en défier aujourd'hui, on ait confondu pensée et idéologie, pensée et thèse. La pensée est un mouvement infini, un mouvement critique et autocritique qui se remet en cause et en question constamment, en rapport, comme le dit Hannah Arendt, qui sera un de mes phares, avec les autres, donc je crois que c'est très important, mais ma formation philosophique aussi me l'a appris, n'oublions pas Socrate, la pensée n'est pas une théorie, la pensée n'est pas une idéologie et même pas une théorie. Autrement dit, bien entendu, des théories s'élaborent dans le parcours de travail, de réflexion qui est le nôtre, mais ces théories sont toujours comme des moments, si vous voulez, des étapes, des articulations temporaires susceptibles de renégociation et de redéfinition à mesure qu'on avance. C'est ce que m'a appris en tout cas la démarche philosophique, non pas le scepticisme, mais la capacité, si vous voulez, une préférence pour le penser plutôt que pour la théorie. Je veux dire que la théorie doit toujours être réhabitée par la pensée. Peut-être cette formation philosophique qui était la mienne à l'origine m'a-t-elle permis de ne pas m'immobiliser dans un camp, dans cette position des camps dans laquelle trop souvent la pensée s'est immobilisée, si vous voulez, ou bien, c'est plutôt et, sans pour autant sombrer dans le scepticisme, dans le tout et n'importe quoi, mais pour cheminer en redéfinissant à chaque moment les données de la question. Et je crois que chaque génération, à chaque moment, et la génération actuelle, est, avec les éléments qui sont transmis et les éléments nouveaux, à redéfinir, restructurer, repenser à nouveau. La pensée n'est jamais figée, c'est un mouvement infini. Cette conception de la pensée et de la pensée politique même est sans doute liée au fait que je suis très ancienne, que j'ai, à la sortie de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, dans cette effroyable issue, si vous voulez, de la guerre, abordé la question du politique d'abord
je dois le rappeler, puisqu'on m'avait demandé de faire mon histoire, c'est peut-être éclairant, je l'ai d'abord abordé avec une certaine candeur, celle qu'on a dans les débuts de son histoire, du côté du marxisme. À cette époque-là, la scène était structurée par le marxisme, et pour les jeunes qui sortaient, si vous voulez, de cet effroyable chaos de la Deuxième Guerre mondiale, le communisme apparaissait comme une sorte d'espérance, de salut, d'espace de théorie et de pratique dans laquelle l'homme serait réconcilié avec l'homme, dans laquelle tous seraient égaux, dans laquelle nous serions exemptés du tragique en quelque sorte. Le marxisme tel qu'il s'est présenté, le communisme tel qu'il s'est présenté à cette époque, était comme une sorte de solution toute faite au problème, une espèce, le terme a été employé, de paradis sur terre, qui allait justement être comme la réponse à l'effroyable tragédie que nous venions de vivre et aux antagonismes qu'elle avait mis à jour au sein de l'humanité. Parce que ce fut effectivement, grandir dans la guerre a été quelque chose de tragique. Donc ma première attache, ma première élaboration du politique n'a pas été le féminisme, mais a été d'abord cette espérance, qui n'était pas très théorique, qui était plutôt mythique, de la société sans classe. Je crois que nous sommes de ma génération, et même de la génération juste après, enfin celle du début du féminisme, un certain nombre à avoir été engagés ou impliqués dans cette je ne dirais pas aujourd'hui, je dirais dans ce fantasme, enfin dans cette idéologie salvatrice. Et à l'époque, pleine de zèle et attendant justement cette merveilleuse assomption de la reconnaissance de l'homme par l'homme, de l'égalité entre tous. Je ne posais pas encore tellement la question de la femme à ce moment-là, mais ça allait de soi, enfin, elle n'était pas encore posée très précisément. Je me suis rendue dans les pays de l'Est, successivement d'ailleurs en Roumanie, puis en Pologne, avec la foi absolue qui pouvait m'animer, mon espérance surtout, et j'ai compris là, et je pense que ça a été très utile pour ma démarche féministe, j'ai compris là la catastrophe de l'idéologie salvatrice, si vous voulez, les dégâts, les torts que peut faire une politique qui s'accroche à une représentation préalable, à un modèle préalable. D'ailleurs, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, c'est assez curieux quand même que le matérialisme dialectique était au fond un terrible idéalisme, puisque on avait la solution, elle avait été élaborée dans les textes de Marx ou d'Engels. Si vous voulez, ce n'était plus quelque chose à devenir, mais la vérité était inscrite quelque part dans les livres. Donc aujourd'hui encore, je m'interroge là-dessus, vous avez peut-être une réponse, mais je me dis comme c'est étrange, le matérialisme dialectique était au fond commandé par une idéologie et par un modèle préalable. La conjoncture a été totalement différente, et c'est ce qui m'a sans doute séduite dans l'aventure féministe. Donc, cette première expérience et cette déception, car je m'aperçois, si vous voulez, que, bien que jeune, j'ai quand même un certain esprit critique que j'ai toujours eu, même, je dirais, dans l'enfance, qui m'a à la fois desservi, souvent, je dois dire, mais enfin servi aussi quelquefois. Donc, je m'interroge quand même, et je comprends que l'idéologie et le réel, c'est deux choses différentes, si vous voulez, que entre l'image et la réalité, il y a un hiatus formidable, et je pense que ça m'a beaucoup aidé, cette déception qui me fait comprendre qu'il ne suffit pas d'une bonne représentation pour avoir son incarnation dans le politique. Je crois que ça m'a beaucoup aidé dans ma traversée, dans mon accès au féminisme par la suite, où effectivement, et à la différence peut-être de celles qui ont occupé la première scène française, où les idéologies ont reparu et ont créé des antagonismes tout compte fait, théoriquement, je dirais, assez semblables. Je veux dire que ce qui m'apparaît aujourd'hui, c'est que là, et je l'ai pensé avec Hannah Arendt, que j'ai découverte par la suite,
c'est qu'au fond, un mouvement politique est toujours ce que j'appelle aujourd'hui, dans un terme qui est d'ailleurs marxiste, une praxis, c'est-à-dire un agir. J'ai même élaboré des textes, publié des articles, j'espère avoir encore le temps, avant de disparaître, de les rassembler, j'ai au moins 3 ou 4 volumes d'articles, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une politique de l'irreprésentable. La vie politique, ce n'est pas l'adéquation à un modèle idéologique qui existerait avant, mais c'est un travail constant de la parole et de l'action, comme dit Arendt, que je découvrirai par la suite, et non pas la conformité à une idéologie préalable. Au fond, je suis très matérialiste. Je pense que la vérité des rapports de sexe, la vérité, se définit non pas dans une théorie, mais dans une pratique mobile et qui déplace constamment, d'ailleurs, les enjeux et les définitions respectives des sexes. Donc, si vous voulez, je crois que cette première expérience du politique comme politique idéologique et des erreurs dans lesquelles elle m'avait plongé, je veux dire, j'étais quand même pas si naïve, j'ai vu qu'entre l'idéologie et le réel, il y a un hiatus énorme, a fait que ma conception ultérieure du politique a été toute différente, et bien évidemment, la conjoncture de mai 68 et la conjoncture dans laquelle est né le féminisme était d'une toute autre essence, puisque la découverte qui s'est faite dans ce contexte, mai 68 et années suivantes, n'était pas « remettez-toi à plat », si vous voulez. Il y a eu ce fameux numéro de revue « Partisans année zéro », remettez-toi à plat, on repartait, il n'y avait pas de modèle, si vous voulez. Là, le féminisme n'a pas été conforme à un modèle ou à une idéologie préalable. Et à cet égard, mais je parle un peu en désordre, je pense que le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui nous a toutes touchées par des bribes ou bien par son système, certaines d'entre elles, mais toutes celles d'entre nous qui l'avaient lu, d'ailleurs même antérieurement, en ont été touchées, mais elle n'a pas été pour la plupart, en tout cas pour moi et pour beaucoup d'entre nous, un modèle idéologique. Elle était plutôt un lieu d'inspiration, un lieu de ressourcement, une figure identificatoire momentanée, et pas une doctrine qu'il aurait fallu suivre à la lettre. Peut-être pour certaines a-t-elle été cela, ce n'était pas exactement ma position. Certaines choses chez Simone de Beauvoir m'irritaient profondément, mais quelque chose se disait là, auquel on ne pouvait que se référer et qui fascinait. Et je pense que ma formation philosophique, n'oublions pas quand même Descartes qui, pour accéder à la vérité, commence par le doute méthodique, je pense que ma formation philosophique, qui n'est pas celle du scepticisme, mais quand même celle du questionnement, depuis Socrate, la philosophie consiste à poser des questions beaucoup plus qu'à chercher des réponses ou à donner des réponses, ou en tout cas à donner des réponses toujours fragmentaires et toujours remises en cause. Je pense que tout à la fois mon éloignement de la scène parisienne, ma formation philosophique, etc., enfin toute une série d'éléments, mon empirisme belge, belgo-belge, vous savez, les Belges sont très empiriques, enfin ils ne se laissent pas fasciner par les grands mots. Donc tout ça a peut-être joué dans mon aventure féministe et dans mon aventure politique. Si vous voulez, je n'ai pas conçu le féminisme comme une idéologie à appliquer, comme une théorie à appliquer. D'autre part, une autre expérience était déterminante dans cet itinéraire que je vous décris là, où théorie et pratique s'entremêlent, où il n'y a pas de priorité de l'idéologie sur la pratique, mais il n'y a pas non plus une pratique aveugle qui ne pense pas, mais où il y a une interférence permanente de la pensée et de l'action. Je crois un autre élément qui était déterminant pour moi et qui en tout cas m'a amené à m'engager dans le féminisme, c'est un voyage que j'ai fait à ce moment-là, en 70-71 je crois, aux États-Unis. C'était un moment, donc vous me direz vous-même les dates, où déjà, sur la scène féministe française, se nouaient des débats idéologiques assez douloureux pour nous qui étions en dehors, si vous voulez, qui opposaient, dans la naissance même, dans le développement même du féminisme, opposaient des doctrines et malheureusement des personnes, peut-être plus des personnes que des doctrines, je n'en sais rien, mais qui en tout cas transformaient un mouvement et une pensée en
position idéologique. Et mon expérience américaine, qui précède immédiatement la fondation des Cahiers du Griffe, me fait rencontrer un féminisme pratique. Vous voyez, toujours ce pragmatisme dont je vais retrouver la théorisation chez Arendt plus tard, quelle chance, théorisation philosophique. Ce féminisme très pratique que je rencontre, qui naît à ce moment-là aux États-Unis, m'intéresse et m'inspire. Moi qui suis philosophe, je ne suis pas tellement séduite par une meilleure théorie des rapports de sexe, mais plutôt par une nouvelle pratique, si vous voulez, de la vie des femmes, de l'affirmation de soi, du rapport avec autrui. Ce que je rencontre aux États-Unis, ce n'est pas tellement, donc encore une fois, une théorie particulièrement intéressante. Je suppose que j'ai lu les premières féministes américaines. Elles étaient d'ailleurs très, très dans l'influence de Simone de Beauvoir. Mais ce qui me fascine, c'est que c'est une scène où il se fait des choses. Si vous voulez. Je rencontre des femmes qui font des journaux, d'autres qui ouvrent une galerie d'art, d'autres une maison de femmes, et je me rends compte que ce qui est important d'abord et avant tout, c'est de constituer justement un être ensemble des femmes, et que la pensée ne surgira pas, vous voyez, je suis quand même très collective, la pensée ne surgira pas d'une théorisation en chambre de l'une ou l'autre d'entre nous, mais de la constitution de cet être ensemble, qui ne présuppose pas la mêmeté ou l'identité, mais qui est absolument indispensable à la constitution d'une sphère politique. Comment agir politiquement si quelque chose ne nous relie pas, quelque chose qui n'est pas prédéterminé par une théorie quelconque, mais qui est un lien effectif, concret, à réaliser, à constituer entre nous, de manière à élaborer peu à peu ce que je retrouverai chez Hannah Arendt, qui n'est pas du tout féministe, sous le terme de dialogue pluriel. Si vous voulez, ma fascination ultérieure pour Hannah Arendt fait qu'elle me ramène vers ses débuts. Donc je conçois d'abord la constitution du féminisme comme une action pratique, politique, plus qu'idéologique, et qui repose sur la pluralité, sur la diversité, sur la pluralité mais dialogale, et sur la réalisation d'espaces concrets, si vous voulez, d'affirmation ou d'expression de l'existence des femmes. Alors je me demande de quoi suis-je capable? Quel est ce que je pourrais faire? Je ne suis pas très pratique, je dois dire, je n'ai pas beaucoup de dispositions pour organiser par exemple un atelier de couture ou que sais-je, ce ne serait vraiment pas mon genre. Mais donc je me dis de quoi suis-je capable qui soit un lieu de collectif, et c'est ainsi que je pense à une revue, qui sera d'ailleurs la première revue féministe de langue française, et j'en suis très contente. Cette revue, si vous la lisez aujourd'hui, les premiers numéros, vous paraîtra très peu théorisante. Vous vous direz quelle platitude, quel empirisme, pas de théorie. C'est en fait assez volontaire, c'est-à-dire qu'il nous semble à ce moment-là, vous savez, que l'idée qu'on a à cette époque, qu'il faut rebâtir le monde, pratiquer en quelque sorte ce que Descartes a appelé le doute méthodique, si vous voulez. Toutes les vérités qui nous sont venues, c'est ce que je pense à ce moment-là, sont contaminées par le savoir masculin, et c'est un peu vrai, ce n'est pas totalement faux. Donc, il s'agit de rebâtir à zéro. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, partisan année zéro, de repartir, de recommencer, de commencer quelque chose. Et pour cela, ce qui est très curieux, j'en ris aujourd'hui, je me mets à, en quelque sorte, renier tout mon savoir philosophique. Il me semble que je dois parler en b.a.-ba, donc que je dois parler au ras des choses et parler la langue de tout le monde, si vous voulez. Donc pour moi, ce n'est pas une démarche philosophique aujourd'hui. Je m'étonne encore de cette étrange aventure, c'est-à-dire de mettre entre parenthèses ce que j'ai déjà élaboré philosophiquement. J'ai publié à ce moment-là un livre très estimé et important chez Gallimard, ce qui n'est pas rien pour une jeune philosophe belge par surcroît, sur Maurice Blanchot. Je suis donc en plein essor philosophique, très apprécié, respecté, etc. Et voilà que je me mets à parler en b.a.-ba, ce qui, je vous l'avoue, a été pour moi un très grand risque, et je dois tout de même rappeler ça, puisque nous faisons ici l'histoire. À partir de là, j'avais
un certain crédit philosophique, et dans tous ces milieux, j'avais publié avant ça 2 romans aux éditions du Seuil, donc j'étais très bien partie. Je ne sais pas si mon engagement dans le féminisme est un trait de génie ou au contraire un effroyable masochisme, je n'ai pas encore résolu la question, mais en tout cas, cet engagement féministe, et c'est pourquoi je suis quand même très interrogative quant à la scène philosophique, me vaut un rejet désormais absolu, très violent, de la scène philosophique dans laquelle j'étais pourtant déjà bien partie. Et donc, si vous voulez, cette idée est en même temps très philosophique, cette idée de repartir de rien, le doute méthodique finalement, c'est assez philosophique. Mais bien sûr, à ce moment-là, on ne le voit pas. Et notre entreprise collective des Cahiers du Griffe va consister non pas, je vous l'ai dit, à élaborer une théorie, mais à rassembler les femmes dans une parole commune où les témoignages seront très très importants. Si vous revoyez un jour, si vous êtes historienne, vous revoyez ces premiers cahiers, là, c'est un langage assez simple qui n'a pas prétention théorique. Moi-même, d'ailleurs, je m'y exprime un peu en b.a.-ba. Quand je relis aujourd'hui, je suis assez gênée de relire ce que j'écrivais à ce moment-là, car je pense qu'il faut abandonner cette théorisation qui est un élitisme et qu'il faut justement parler une langue basique. Ce n'est pas inintéressant, mais enfin, quand même, c'est un peu bizarre. Donc, la revue n'est pas du tout une revue théorique, elle veut au contraire, comme je l'ai vu aux États-Unis, faire renaître, si vous voulez, une parole des femmes où les intellectuels ne soient pas les commandants des autres, etc., ce qui est un peu une tricherie, parce qu'en fin de compte, c'est quand même nous qui organisons, même si nous suspendons notre savoir, c'est quand même nous qui organisons, qui écoutons. Mais je vous dis, l'importance des témoignages est très grande et je crois que ce n'est pas rien. Autrement dit, d'ailleurs, ça ressemble un petit peu à ce qui me tient à cœur, la narration. Il y a de la vérité dans la narration. Les témoignages que nous récoltons, que nous transcrivons dans ces réunions, et que d'ailleurs dans tous les milieux féministes on entend, ne sont pas rien. Raconter ses pensées. Donc, d'une certaine manière, c'est assez intéressant de faire renaître la pensée dans les narrations diverses. Je vous disais que à cause de cet engagement féministe un peu primaire, il est vrai que je fais un peu des scandales dans certains colloques de philo, des affirmations sommaires de féministes un peu enragées, qui effraient évidemment mes collègues penseurs complexes, et donc qui me coupent de cette scène. Si vous voulez, donc, c'est la première période des cahiers qui va se poursuivre pendant 73 jusqu'à 78, je crois, 5 ans. Nous fonctionnons de cette manière, dans un souci démocratique, de parler une langue commune et d'élaborer notre être ensemble et d'identifier nos problèmes sans théorie préalable. Alors, vous savez, je reviens toujours sur, c'est assez intéressant, c'est très curieux comme expérience. N'y a-t-il pas de théorie sous-jacente? Je n'en sais rien. On essaye en tout cas de ne pas commander, de ne pas, c'est ce qui est notre spécificité. Ce fonctionnement, quand même, à mon grand étonnement, y compris rétrospectif, fonctionne très bien. La revue est très vite répandue, demandée, redemandée. Je me souviens qu'on en dépose au début une quinzaine de numéros chez Maspero à l'époque, je crois que c'était boulevard Saint-Michel, dans le bas du boulevard Saint-Michel. Le lendemain, Maspero nous téléphone pour nous demander d'en ramener. Ils sont vendus et nous nous rendons compte que cette naïveté, si ce langage de base, ce langage basique, cette tentative de nous exprimer sans théorisation préalable, mais bien sûr on théorise toujours, même dans la parole, c'est certain, ça fonctionne, ça produit des effets à l'étranger également, et donc après ce premier numéro, nous continuons, et les suivants, vous voyez ici, faire rien de plus prosaïque que ce titre, faire le ménage, c'est travailler. Et les titres vont se succéder de cette manière, toujours selon le même procédé, c'est-à-dire dans une confrontation du pratique comme générateur de pensée. Dans cette hypothèse qui fait que
le témoignage joue un rôle très important, que les réunions de quartier jouent un rôle très important. Nous voudrions justement que la pensée renaisse de la base. Encore une fois, je vous dis, c'est à la fois vrai et faux, bien sûr. Je veux dire, de toute manière, on articule un peu après, on rédige des questions, on cadre un peu la chose. Mais en tout cas, je dirais l'illusion, en tout cas le projet est là de laisser naître la pensée des femmes et non pas de la commander. Alors, donc, interruption par fatigue, par usure après quelques années, 79. Entre-temps, je fonde avec une copine du féminisme une université des femmes à Bruxelles, puis je la quitte pour m'installer à Paris. Et naît alors, je regrette quand même mes cahiers, et j'entame alors une deuxième partie, un deuxième moment de l'histoire des cahiers, qui trouve abri éditorial aux éditions Tierces de Françoise Pasquier, laquelle était d'ailleurs notre diffuseur dans la première série, et j'avais pris contact avec elle. Et donc cette deuxième série des cahiers, qui va se prolonger jusqu'aux années, je crois, 93, est d'une essence assez différente. Il y a eu une interruption, et là, dans la deuxième partie, je me suis d'une certaine manière résignée, où j'ai accepté de reconnaître que nous sommes finalement quand même tout de même des intellectuels, quoi. Donc, si vous voulez, la deuxième partie fonctionnera d'une manière un peu différente, toujours dans la confrontation plurielle, mais en n'hésitant pas dans l'élaboration théorique à propos des thématiques que nous abordons. C'est une deuxième étape qui n'a donc plus tout à fait la même signification que la première. Entre-temps, car il y a toujours des événements décisifs, j'ai, au cours d'un voyage aux États-Unis, décidément pour moi qui ne parle pas l'anglais, mais je me débrouillais un petit peu à l'époque, c'est important, mais peut-être découvrons-nous justement ce qui est extérieur dans les moments de parenthèse. C'est une deuxième fois aux États-Unis, je me souviens dans une librairie de New York, que fouillant dans les livres théoriques, etc., je découvre l'œuvre de Hannah Arendt, qui va être pour moi décisive. Mes deux grandes références sont au départ, je ne vous en ai pas parlé, mais je pourrais en parler, Maurice Blanchot, avant ma période féministe, et ensuite, donc, dans ma période féministe, pour la remodeler et la restructurer, l'œuvre d'Hannah Arendt, qui n'est pas du tout féministe non plus. Hein. Donc, si vous voulez, c'est quelquefois pas mal, peut-être, d'avoir un recours avec des penseurs ou des œuvres qui ne sont pas directement impliqués comme nous dans la même problématique, mais qui peuvent nous permettre de redéfinir ou de recadrer notre problématique. Je dois dire tout de même un mot, puisque j'ai oublié de le faire. Blanchot a été pour moi une grande révélation. Il m'a beaucoup éclairé sur mon expérience romanesque, puisque j'ai commencé par, comme je vous dis, par une expérience de narration, de roman, que je n'ose plus relire aujourd'hui, mais enfin, qui date de l'époque du nouveau roman, qui sont donc décentrés totalement quant à la structure narrative. Mais je ne le savais pas, c'est mon besoin. Si vous voulez, à ce moment-là, je découvre Blanchot, et ce que Blanchot m'apprend, curieusement, après, je crois que ce n'est pas indifférent dans un itinéraire, ce que Blanchot m'apprend, c'est la disjonction qu'il y a entre l'écriture et le livre. Le livre, ce n'est pas l'écriture achevée. L'écriture toujours travaille et interroge l'unité apparente du livre. L'écriture est toujours ce qui à la fois réalise le livre, mais qui en même temps le désunifie, si vous voulez. Un livre et une écriture, c'est pas pareil. Un livre, c'est un objet total où on croit qu'il y a une intrigue, ça fait un. L'écriture est ce qui travaille de l'intérieur le livre et fait que c'est un faux un, qu'il y a toujours du différent, de la différence, comme dira plus tard Derrida, qui à ce moment-là n'a pas encore commenté Blanchot, il le fera largement après, et sera très furieux que je l'ai fait la première, mais enfin, peu importe. Donc, si vous voulez, le livre est toujours à la fois un et du non-un. L'écriture à la fois construit et déconstruit le livre. Et il me semble, mais tout ça est très compliqué, c'est ce que j'ai exprimé dans beaucoup de textes, et il me semble, si vous voulez, que de la même manière, il y a une même tension
entre l'agir et le faire, si vous voulez. Nous faisons, nous prenons des lois, nous décidons de certaines choses, mais le faire est toujours réhabité par l'agir. Les décisions prises sont constamment réhabitées par l'agir. J'ai écrit tardivement parce qu'il vient un moment de la vie où on est obligé de penser que tous les morceaux qu'on a vécus et expérimentés tiennent ensemble. J'ai écrit entre autres un texte qui s'appelle justement « Agir, écrire ». Si vous voulez, je crois qu'il y a dans ces deux termes « écrire », qui est un terme blanchotien, et « agir », qui est un terme arendtien, quelque chose qui me séduit de manière semblable, commune, c'est-à-dire l'acte. C'est-à-dire que ce n'est pas la représentation, ce n'est pas le livre, ce n'est pas la théorie, c'est agir n'est pas fabriquer, dit Arendt, à juste titre. Agir, c'est prendre un risque, c'est entamer, c'est commencer. Et de même, écrire, c'est commencer, prendre un risque. Donc, sur le tard, dans la deuxième partie de ma vie, j'ai quand même réussi, si vous voulez, à réunifier, à chercher ce qui fait lien entre ma démarche politique et ma démarche littéraire, si vous voulez, ou d'écriture, à savoir une fascination pour le mouvement même, le mouvement des femmes, d'ailleurs, dit-on, et non pas pour la thèse qui le commanderait éventuellement, ou pour l'état idéal des relations humaines qui en résulterait. Je crois que je suis assez du côté d'une conception de l'écrire et de l'agir comme mouvement infini, ce que j'ai appelé quelquefois politique de l'irreprésentable, comme mouvement infini, si vous voulez, déplacement, aller vers, qui ne se synthétise jamais en un tout. C'est la fameuse idée philosophique de la détotalisation, si vous voulez. Il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout. Et c'est dans ce manque de tout que nous écrivons et que nous agissons. Bien sûr, à un moment, ça se synthétise, il y a une étape, il y a un livre qui sort, heureusement. J'ai d'ailleurs beaucoup de difficultés à boucler un livre et à le donner à l'imprimeur. J'ai au moins la valeur de 6 livres dans mes tiroirs que je n'arrive pas à boucler. Donc, si vous voulez, cette idée de totaliser, de mettre un point, de fermer, de faire un objet, est assez étrangère aux pensées ou à l'agir. C'est un moment de bouclage, un mouvement métaphysique en quelque sorte qui rédit, qui unifie ce qui n'était pas un. Je suis très liée aussi à la notion d'écriture, de pensée comme pensée et non pas comme thèse, ou d'écriture comme écriture et non pas comme livre, comme roman achevé. Oui. Et je suis assez intéressée par le fait que bien qu'il faille toujours boucler, bien sûr, à un moment, on vote une loi, par exemple, ou bien on termine un livre, enfin, espérons-le, on termine un livre, on le donne à l'éditeur, mais dans ce bouclage, si vous voulez, la potentialité de remise en question subsiste, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la page définitivement tournée. L'un du livre, l'un de la loi qui est prise, est à la fois une ponctuation, mais n'est pas la fin d'un processus. Et c'est probablement ce qui me hante, tant dans ma démarche d'écriture que dans ma démarche politique. Alors, quels sont les penseurs qui ont donc articulé ou qui m'ont permis d'articuler cette démarche dans ce sens-là? Avant d'en parler, j'essaye de l'éclairer par des choses très pratiques. Vous savez, quand on termine, d'abord primo dans l'ordre du livre, ensuite dans l'ordre du politique, quand on termine un livre, ce n'est jamais fini, bien sûr. On est obligé, parce qu'heureusement, on l'a promis à l'éditeur, ou bien que quelqu'un vous dit, voilà, je l'attends, enfin, il y a une date fixe. Donc, il faut se donner des dates, sinon on n'en finit jamais, parce que ce n'est jamais bouclé. Ce qu'on a écrit n'est jamais totalement satisfaisant. Enfin, je veux dire, il faut toujours on a changé depuis le moment où on avait commencé son livre. Donc, il y a à la fois ce débat interne entre le travail de pensée et son bouclage, si vous voulez, sous un titre, sa thèse, la thèse qu'il défend. Et de même, entre le travail d'écriture narrative
et son bouclage dans un roman, dans un récit, qui a apparemment une fin. Et dans ce débat, je vous dis, s'est articulé pour moi, d'abord dans mon rapport à Blanchot, qui date d'avant mon engagement féministe, et où se joue très, très précisément ce débat permanent entre l'écriture et le livre. Il a beaucoup été très important pour moi. Plus tard, quelqu'un comme Derrida va le récupérer et le citer très souvent. Derrida m'en voudra beaucoup d'ailleurs de l'avoir découvert avant lui et fera semblant que ça n'a pas existé. Mais enfin, bon, donc si vous voulez, l'intéressant, ce que je découvre chez Blanchot, c'est cette notion d'écriture, que le livre boucle mais ne totalise pas. Et chez Arendt, je découvre cette notion d'agir, qu'une fabrication, qu'une décision qui est bien nécessaire, interrompt momentanément. Nous devons bien sortir le livre, décider d'une loi, mais ce n'est jamais la fin de l'histoire, si vous voulez. Quand je pense à notre expérience féministe, j'ai vécu cela, même dans les décisions politiques qui ont dû être prises. Chaque fois qu'il y a un débat, parité ou pas, interdiction du voile ou pas, etc., tout est remis en question. Nous avons beau venir d'horizons ou de théories différentes, nous n'avons pas encore une réponse pour cet événement nouveau qui nous questionne. Et alors nous devons bien, nous nous divisons en camps, nous nous battons, nous discutons à l'infini, puis une décision survient qui va dans un sens ou dans l'autre, et nous recommençons à penser et à agir, quelle qu'ait été cette décision. Il y a des moments de ponctuation, si vous voulez, qui mettent au point, qui évidemment fixent quelque chose. La loi est bien là pour fixer quelque chose, mais à peine est-elle posée, cette loi, qu'elle demande à être repensée, réactivée, revécue. Autrement dit, tout énoncé, toute loi, tout discours appelle sa propre remise en jeu, si vous voulez. Autrement dit, nous n'avons jamais fini. On proclame l'interdit du voile, oui, mais après, etc. On proclame la parité, mais tout le travail reste à faire. Je veux dire que les ponctuations précises, définies, indispensables à une avancée, et à une avancée théorique comme à une avancée de la pensée, bien sûr, nous devons bien énoncer quelque chose dans notre réflexion. Nous ne pouvons pas faire des livres blancs. On le souhaiterait quelquefois, Mallarmé, etc. Mais enfin, on doit bien écrire, affirmer quelque chose. Mais à peine l'énoncé est-il sur papier que nous en percevons la relativité. Et d'ailleurs, nous n'arrêtons, sauf quand nous mourrons, mais nous n'arrêtons jamais de penser et d'écrire, parce qu'au fond, il y a ce que Blanchot appelle un entretien infini. C'est-à-dire qu'à la fois, nous devons bien ponctuer le réel, et en même temps, jamais nous n'en avons fini. Toujours, dès que nous avons posé quelque chose, nous recommençons. C'est ce que j'ai essayé d'identifier avec les concepts d'agir et de penser par rapport à ceux de théorie ou de fabrication. C'est chez Arendt, d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de le dire, j'avais préparé un exposé très logique, je parle un peu au hasard. C'est chez Arendt, d'ailleurs, que je trouve quelque chose, elle n'a aucun rapport avec Blanchot, mais moi, je l'ai mise en rapport, j'ai marié Arendt à Blanchot dans mon itinéraire. Ce que Arendt m'apprend de son côté, si vous voulez, c'est la distinction de l'agir et du fabriquer, qui éclaire un peu ce que je viens de dire. La distinction de l'agir et du faire. Ça a été très éclairant pour moi, justement, dans ces impasses du féminisme. Agir, c'est faire être quelque chose. Agir, c'est faire être, c'est innover, si vous voulez, faire advenir. Un acte fait advenir. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le reprends, agir se distingue absolument du fabriquer, car fabriquer, c'est faire, comme on fait dans l'industrie, un objet qui est conforme à un modèle. La politique n'est pas une fabrication. La politique est un agir. Un agir, comme différent du fabriquer, elle le distingue elle-même. Pour moi, ça a été très éclairant. Fabriquer, si vous voulez, c'est exécuter quelque chose à partir d'un modèle. Dans la fabrication des objets, en usine, c'est ce qui se fait. L'artisanat, non. En politique, il n'y a jamais de modèle. Si vous voulez, c'est un agir, dit-elle,
car nous pouvons naturellement nous projeter, nous inspirer de certaines choses, mais chaque moment, chaque conjoncture est originale et nouvelle et nous demande une mobilisation de notre intelligence et de notre action qui répondent à une conjoncture toujours inattendue, si vous voulez, et qui mobilise donc notre capacité de comprendre et de juger, avec bien sûr l'appui des théorisations que nous avons eues antérieurement ou de notre savoir, mais un événement nouveau va toujours au-delà, si vous voulez, d'une simple conclusion de notre savoir. Il mobilise toujours une force d'innovation, une capacité de regarder de manière nouvelle qui ne se suffit pas de l'application d'une théorie. Et donc, si dans les débuts du féminisme, nous avons pu nous disputer entre théoriciennes, entre plusieurs types de théories, je pense que c'était à la fois sans doute intéressant, mais en même temps un peu malheureux, car les théories ne sont jamais que des sortes de béquilles temporaires, si vous voulez, de l'action. Elles sont ce que Arendt appelle des fabrications, des outils. De même que les théories ne sont jamais que des moments, des outillages de la pensée dont la qualité première est l'imagination, c'est-à-dire le faire apparaître ce qui n'est pas encore. Notre rôle dans toute notre existence humaine, sociale ou individuelle, c'est de faire être ce qui n'est pas encore. Ce n'est pas de nous conformer à un modèle préexistant, si vous voulez. C'est avec cette problématique-là que je me suis toujours battue. C'est avec cette problématique-là, la force de l'imagination par rapport à la fabrication, l'importance de l'agir par rapport au fabriqué, que j'ai suivi, je crois, si je dois identifier dans mon itinéraire quelque chose de récurrent. Il me semble que c'est là. Et c'est ainsi que, d'ailleurs, j'ai pu, comme je le fais ici, articuler ces deux personnages totalement étrangers l'un à l'autre, si ce n'est qu'ils sont contemporains, totalement dissymétriques, étrangers l'un à l'autre, qui ne se connaissent pas, qui pensent chacun de leur côté, à savoir Blanchot et Arendt, qui sont mes deux phares. Je m'en revendique comme mes deux saints, si vous voulez, qui me protègent, et qui, parce que pendant tout un temps, je me suis dit, mais comme c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils ont à voir l'un avec l'autre? Apparemment, ils sont totalement étrangers. Ils ont seulement comme qualité commune d'être contemporains, à peu près contemporains, par les dates. Donc de relever des mêmes conjonctures, des mêmes interrogations probablement. Mais Blanchot, dans son petit milieu franco-français, discret, il se réveille un peu au moment de mai 68, on le comprend, hein, mais son passé est moins éblouissant, puisqu'il a d'abord été très proche de l'extrême droite avant la guerre, et a même eu des proximités avec l'antisémitisme, même très brèves, hein, heureusement pas très compromettantes, même s'il est un très grand ami d'Emmanuel Levinas, qui d'ailleurs me l'a fait redécouvrir. Mais, si vous voulez, il est aussi très présent dans l'épisode de mai 68, où il trouve, je crois vraiment, mais en fait c'est vrai qu'il a beaucoup erré dans ses positions politiques, il est intéressant surtout par sa théorie de l'écriture, mais si vous voulez, je crois qu'il y a chez Blanchot justement cette pensée aussi de l'écriture comme de ce qui toujours continue, cette tâche infinie, d'ailleurs je crois qu'il emploie ce terme, cette tâche infinie, comme le politique est aussi pour nous une tâche infinie, autrement dit, aboutir à une loi ou bien fermer le livre n'est pas la fin de notre histoire. La fin de notre histoire seulement quand nous tombons morts, ce qui arrive nécessairement. Mais c'est comme l'interruption, la brusque interruption. Mais tant que nous sommes présents, nous sommes dans le faire être, si vous voulez. Et il y a d'ailleurs une thématique, puisque je parle de faire être, qui m'a beaucoup touchée, qui est centrale, chez Arendt, c'est la thématique justement du naître, de la naissance. Et quand ayant découvert l'œuvre de Hannah Arendt, j'ai essayé de contribuer très fortement à l'introduire non seulement dans le milieu féministe, je crois que là j'ai vraiment été la première, mais dans le milieu philosophique, suscitant d'ailleurs le premier colloque qui lui était consacré au Collège de Philo. Il me semble que précisément j'avais intitulé mon texte
qui était le premier texte vraiment cohérent que j'écrivais sur elle, naître, N, apostrophe, et ensuite être, comme SC, si vous voulez, jouant à la fois sur naître et naître. Naître, c'est ne pas être ceci. Et il y a chez elle une insistance permanente sur la question de la naissance. Elle n'est pas chrétienne du tout, elle se réfère à la Noël, c'est curieux. Elle ne parle pas du tout de Marie et Joseph, etc. Mais l'événement de la naissance est pour elle central. Naître, c'est-à-dire l'art des commencements. C'est-à-dire qu'à chaque moment, ce qui advient est un événement qui nécessite une mobilisation de tout notre être et qui n'est pas seulement le prolongement de ce qu'il y a eu. Donc, je pense que je trouve la même chose chez Blanchot, pour qui chaque moment d'écriture est à la fois la suite de la phrase, mais en même temps le commencement d'une autre phrase, si vous voulez, et non pas une simple conséquence logique. Je trouve chez ces deux personnages, enfin ces deux auteurs qui m'ont inspiré, cette même idée d'un commencement permanent, d'un recommencement permanent, d'un événement, si vous voulez, d'une nécessité, d'une vigilance permanente, tant dans l'écriture que dans le politique, qui nous empêche de dormir, enfin je veux dire, de compter que ça va continuer tout seul comme une bonne théorie, on l'aurait enfin, et puis on s'appuierait sur cette théorie. Voilà, on a maintenant la vérité du mouvement des femmes, on a la théorie, hop, il n'y a plus qu'à l'appliquer, c'est simple. Non, on n'en a jamais fini. Tout le temps, elle nous questionne, si vous voulez, dans chaque conjoncture. Toutes les questions qui se posent successivement sur la scène politique remettent en jeu toute notre opération, tout ce que nous avions cru avoir bien établi. Et c'est ce qui est intéressant, c'est cette interpellation de l'événement qui est épuisante en politique comme en écriture, mais qui est en même temps passionnante. Et j'ai donc, par un artifice qui m'est propre, enfin bon, je le revendique, mais il fallait bien qu'un jour je trouve la logique de mes deux amours, j'ai donc, si vous voulez, élaboré cette réflexion à travers ces deux auteurs, cette réflexion de l'événement. Cette réflexion de l'événement comme venant toujours interrompre la logique apparente de l'histoire ou d'un système politique que l'on croirait clairement établi. Donc, en réalité, tant pour l'écrivain que pour le politique, on n'en a jamais fini, si vous voulez. On ne peut jamais se dire que ça va se poursuivre tout seul, qu'on a donné l'impulsion et que maintenant on a une vérité qui va, dont nos descendantes ou dont les suivantes ou dans nous-mêmes, d'ailleurs, si nous avons encore un avenir, va rouler en automatique, qu'on pourrait se mettre en automatique. Non. Dès qu'on s'intéresse à un enjeu, plus jamais on a de repos, si je puis dire. La théorie est bien entendu là pour nous aider à quand même avoir quelques béquilles, mais elle n'est jamais un substitut de la pensée. Donc, je crois avoir souvent articulé cette opposition entre pensée et théorie. Et je trouve assez désolant qu'au début du féminisme, dans la scène parisienne en tout cas, il y ait eu ces combats à mort qui laissent de si violentes traces entre des théories, parce que je crois que ce qui était en jeu chez chacune et dans ces différentes occurrences, c'était justement comment penser, comment agir, et que ce soit sclérosé en théories adverses, opposables comme des objets, me laisse encore perplexe aujourd'hui, même si je sais bien entendu qu'il faut qu'il y ait débat. Arendt est la première à dire qu'il faut un débat permanent. Et nous ne sommes pas toutes d'accord ici sur la manière d'aborder telle ou telle chose, c'est évident. Mais le débat doit avoir lieu, mais il n'est pas, comment dire, un antagonisme. Et tant qu'il y a débat, tant qu'il y a dialogue pluriel, comme dit Arendt, y compris dans la différence de position, il y a monde commun. Le monde commun n'est pas un, j'ai écrit ça un jour. Le monde commun, ce n'est pas le triomphe de l'un, ni de l'un idéologique, ni de la mêmeté des personnes. Le monde commun, c'est le commun des différents. C'est pour moi, j'ai pensé ça, enfin j'ai travaillé ça avec Hannah Arendt et je trouve que c'est extrêmement intéressant, le commun des différents, tant dans le mouvement des femmes, le mouvement féministe,
que dans bien d'autres problèmes qui se posent à nous, des problèmes d'orientation sexuelle, des problèmes d'origine nationale, d'infléchissement de langue, de nation, etc. J'ai toujours pensé que, bien entendu, on ne peut pas dénier des différences, des provenances. En même temps, elles ne sont pas des rédhibitoires, si vous voulez. Faire le commun des différents me paraît très important. Non pas nier les différences dans une sorte d'universalisme abstrait qui dénierait ces différences, mais dans un universalisme concret qui à la fois tient compte et reconnaît et en même temps accueille dans un monde commun des différences. C'est en tout cas la position qui serait la mienne dans tous les problèmes qui se posent à nous, tant au sein du féminisme, enfin de problèmes d'études de genre aujourd'hui, que dans les problèmes plus généraux des rapports entre identité nationale et non nationale, etc., qui me préoccupent beaucoup d'ailleurs, puisque moi-même je suis une immigrée, si je puis dire, une étrangère, pas culturellement, mais quand même, et ça m'a amené à réfléchir beaucoup à cette question du même et de l'autre, si vous voulez, qui se dessine dans tous nos rapports, aussi bien aussi entre Paris et Toulouse que de cette manière. Bien entendu, je veux dire, cette notion du monde commun arendtienne me paraît très intéressante, car le commun n'est pas le commun des mêmes. Le commun assume les différences, sans les identifier, sans les figer, sans les renvoyer à chacune comme une sorte de figure identificatoire. Je trouve que ce qui est intéressant, justement pour cette question du commun des différents, c'est ce qu'elle développe, cette mise en jeu du commun qui accueille les différences, tient au dialogue. Tant qu'on se parle, si vous voulez, tant qu'il y a dialogue, il y a dans le dialogue accueil à la fois du même et de l'autre, à la fois du même et de ce qui vient d'ailleurs. Et pour elle, le fondement essentiel du monde commun réside dans ce dialogue. Cette thématique du dialogue est présente chez Blanchot aussi, mais enfin d'une toute autre manière. Donc, si vous voulez, le dialogue comme lieu de l'un qui n'est pas un, le dialogue comme lieu de l'un pluriel, de l'un qui supporte la diversité, qui supporte même éventuellement les antagonismes, mais qui sont à ce moment-là justement dialogués, c'est-à-dire mis en rapport, ce qui ne contraint pas tous ceux qui participent au dialogue à l'un. Ce n'est pas le triomphe de l'un, ce n'est pas pour aboutir à l'un, à l'uniforme, mais c'est que la vie même du monde, de l'être ensemble, se tient dans ce commun dialogal, qui n'aboutit pas ni à la multiplication des différents, ni non plus à l'unification neutre de tous selon le même modèle. C'est une pensée, je crois, qui me paraît très intéressante chez Arendt, de cette idée du commun qui n'est pas un, comme commun dialogal, comme commun des différents. Je ne sais pas si elle est présente en tant que telle chez Blanchot, mais ce qui m'intéresse chez l'un et l'autre, c'est qu'il n'y a pas d'un au sens de le même, au sens de l'identique. Si vous voulez, que le rapport, la communauté, ce qui lie n'est pas l'un. Ce qui lie est aussi ce qui diffère, est aussi ce qui n'unifie pas. Et si je suis très sensible à cette notion de ne pas unifier, j'en reviens à mes débuts, à ce que je vous ai dit de mes débuts, c'est que ce que j'ai connu du commun comme un dans mon expérience stalinienne des débuts m'en a à jamais dégoûté. Si pour être commun, il faut être un, alors je fuis, si vous voulez. Donc j'ai énoncé cette idée du commun des différents. Je garde toujours cette image que malgré mon jeune âge, si vous voulez, j'avais surprise de cette effroyable dictature de l'un. Si vous voulez, que si le commun est réduit à l'un, au même, c'est-à-dire ça s'appelle le même, au même, c'est la mort de l'humanité, si vous voulez, c'est la disparition de ce qu'on peut appeler la démocratie,
et de la pluralité qui fait vivre les rapports humains. Et ce qui, je pense, Arendt d'ailleurs a un rapport très critique avec le... Elle a été longtemps ignorée en France tant que notre pensée était plutôt marquée par un rêve malgré tout marxiste. Elle a été très très mal vue car elle s'oppose très violemment justement, elle dénonce très fortement sous le titre de totalitarisme tant le nazisme que le communisme stalinien. Je ne reviens pas là-dessus, c'est trop complexe, mais en fait, elle unit dans sa critique ces deux, ce qu'elle appelle deux totalitarismes. Là où quelqu'un n'existe plus, si vous voulez, dans l'un et l'autre cas. Ces deux modes de l'être ensemble où il n'y a plus place pour les voix singulières, pour les quelqu'un, comme elle dit. Ça lui a valu un très grand ostracisme dans la scène française pendant longtemps, aussi longtemps que la scène française politique, je dirais, de pensée politique, a été plus ou moins commandée quand même par le rêve marxiste. Et c'est au fond, elle émerge, je dois dire que j'y ai fortement contribué aussi, dans les années 80, au moment où on aborde, si vous voulez, où on fait son deuil du rêve de la société parfaite, des égaux, etc., et où on est bien obligé de s'acheminer vers une conception d'un monde commun pluriel qui soit laborieux et non pas donné grâce à une idéologie salvatrice. Et elle trouvera à ce moment-là, je veux dire, pas seulement pour le féminisme, mais dans la pensée politique générale, elle sera un peu une bouée de sauvetage, si vous voulez, qui nous évite de nous enliser dans un désespoir politique, mais qui ne nous oblige pas non plus à adopter une idéologie salvatrice, mais qui rend sa signification à la vie politique générale. Donc dans ce que je vous dis là, toujours à la fois, il y a des enjeux à la fois communs qui ne sont pas spécifiques au féminisme, puisque la philosophie ne pense pas pour une catégorie, mais en même temps qui éclaire, pour moi en tout cas, qui éclaire mon parcours. Et entre ces deux penseurs, Arendt et Blanchot, qui ne sont pas explicatifs, si vous voulez, de ma pensée, mais qui quand même ont été des étapes ou des phares successifs, il est vrai que c'est entre ces deux pôles, l'un littéraire et l'autre politique, que je me meus dans mon déplacement entre, comme je vous l'ai dit, une conception du rapport au monde qui est ce que j'ai appelé une politique de l'irreprésentable, c'est-à-dire qui n'est pas accrochée à une représentation préalable de l'idéal à atteindre, mais qui accepte et assume dans ce qu'on peut appeler un relativisme, mais qui est plutôt une acceptation de la conjoncture, de devoir dans chaque moment, dans chaque conjoncture, redécider à nouveau, remettre le monde au monde, si vous voulez, refaire en sorte, décider absolument de quelque chose de pourtant contingent. La politique est à la fois bien sûr guidée par une certaine pensée générale, mais elle n'est jamais épuisée par une idéologie sous-jacente. Elle se présente toujours à nous dans des événements inattendus, dans des conjonctures inattendues, où il nous faut bien décider et juger sans avoir de modèle. Et je crois que nous, comme féministes, c'est bien ce qui est notre enjeu, enfin comme féministes ou travaillant sur les études de genre, ce qui est bien notre enjeu, c'est que nous avons bouleversé beaucoup de structures du monde, structures individuelles et collectives, sans être en accord, sans avoir une représentation unique du monde idéal. Nous serions bien en peine de le donner, ce monde idéal. Je me souviens au début du féminisme, quelquefois, on nous décrivait, nous rêvions une île, une merveilleuse île, où deux femmes reposent au bord de l'eau, avec des robes roses et bleues, s'aiment, et le soleil, etc. Je me souviens qu'il y a eu des rêveries de ce genre. Voyez-vous, c'est ce fantasme de la réconciliation absolue, du bonheur, mais évidemment, on s'apercevait très vite que c'était quand même plus fantasmatique que réel. Donc, sans cette projection fantasmatique du meilleur des mondes, qui était aussi le rêve des gens de ma génération concernant le communisme, sans ce rêve fantasmatique du meilleur des mondes, il y a cependant constamment une vigilance et un agir qui nous amène
dans des conjonctures successives, mais éclairées bien sûr par une conception plus générale, à décider et à faire être dans cette conjoncture. De sorte qu'il me semble que notre démarche féministe et notre démarche de penseur en même temps est à la fois très ambitieuse et très modeste. Très modeste parce que chaque conjoncture nous requiert, nous oblige à décider de quelque chose alors que nous n'avons pas tous les éléments en main, nous ne survolons pas la réalité qui nous permettrait de voir la totalité, de prendre nos décisions en fonction d'un regard totalisant. Chaque fois, nous devons en même temps risquer, opter pour, et nous savons très bien, chacune de nous d'ailleurs, comme féministes, que chaque fois nous avons un peu hésité. Nous avons été ébranlés par les arguments des autres. Et nous avons finalement opté, parce qu'il faut opter, mais en sachant que dans chaque décision, quelque chose suit qui doit être réassumé et repris en main. Vous voyez, je veux dire, la décision politique que nous prenons, ou l'avancée théorique que nous faisons, n'est jamais une dogmatique, n'est jamais telle qu'elle ne puisse pas ou qu'elle ne doive pas être repensée ou reconsidérée dans un contexte nouveau, 5 ans après ou à un autre moment. Donc, vous voyez, cette notion d'un réel comme d'une pensée, toujours en mouvement, et donc tant mieux, c'est le mouvement des femmes, on revient à la notion de mouvement, toujours en mouvement, mais qui ne relève pas, je précise pour ceux ou celles d'entre vous qui ont un horizon philosophique, mais qui ne relève pas d'une dialectique progressive. Qui ne relève pas d'une dialectique progressive en ce sens que nous n'avons pas construit maintenant ceci sur lequel nous pouvons nous appuyer, puis nous allons continuer et arriver finalement à la merveille des merveilles de la fin de l'histoire, comme le dessine Hegel dans la dialectique, dans la phénoménologie de l'esprit. Si vous voulez, ce n'est pas une notion de progrès, c'est plutôt une notion de scansion permanente du réel qui nous oblige à prendre des décisions, mais qui ne nous donne pas de garantie pour la suite. Constamment, Arendt dit ça, constamment nous sommes face à l'événement, si vous voulez. Bien sûr, il y a une histoire, je ne nie pas qu'il y ait une histoire, mais l'histoire n'est pas une espèce de monolithe progressif qui avance comme une seule masse, enfin dans un ordre donné, au commandement de l'idéologie. C'est aussi une redéfinition, un rebasculement, une redistribution des données à chaque moment dans laquelle nous sommes convoqués. Et il me semble que c'est cela qui fait à la fois le côté désespérant et en même temps passionnant de notre entreprise, c'est que nos points d'appui et ce que nous avons établi n'est jamais la fin de l'histoire, si vous voulez, n'est jamais la fin de l'histoire, et que nous avons nous-mêmes dans notre cursus à repenser, à redessiner tout le temps le nouveau, mais aussi d'une génération à l'autre. Et je voudrais parler alors pour finir, je voudrais parler alors peut-être de cette question de la transmission, non seulement, si vous voulez, dans notre propre démarche. À la fois, il y a moi je me sens très cohérente, si vous voulez, je me sens très, très monolithique finalement, bien que je bouge, bien que je me déplace beaucoup, y compris par l'écriture, enfin, surtout par l'écriture aujourd'hui, mais enfin, donc, si vous voulez, je pense qu'il y a quelque chose à la fois de très cohérent et de très continu dans une démarche, mais en même temps, bien entendu, de déplacement. Quand je relis mes articles successifs, mes textes, je sais qu'il y a des déplacements, qu'il y a en même temps une continuité, une sorte de cohérence interne, structurelle, mais en même temps des variations infinies, même des contradictions internes. Je crois qu'on ne doit pas en être inquiète, et que c'est tout à fait inhérent à une démarche vivante, et qu'il faut, je me méfierais de trop de cohérence, si vous voulez, ça confinerait à l'idéologie. Et alors se pose cette question de la transmission, qui je crois est très importante, à la fois pour moi, qui suis au bout de ma course, et pour d'une manière générale d'ailleurs, d'une génération à l'autre. Cette question de la transmission, je me souviens que j'ai commencé à la poser, c'était à Montréal, il y avait un colloque, je ne sais plus lequel, et j'ai commencé à me poser cette question de la transmission. Et je crois qu'elle est là, en permanence, puisque nous vieillissons les unes et les autres, pas seulement une génération, mais je veux dire, chacun à la fois assume et transmet successivement. Et donc la question de la transmission est une question intéressante à poser, puisqu'elle implique justement cette diachronie qui fait que tout à la fois il y a des acquis, et que pour chacune de nous, nous avons élaboré quelque chose, mais qu'en même temps,
celles qui nous suivent ou qui viennent après ou aujourd'hui, ont à réélaborer, non pas dans une espèce de déni qui a quelquefois eu cours, ou d'annulation des anciennes, si vous voulez, qui, je crois, nous menace toujours. Les femmes n'ont pas encore vraiment bien réussi à créer les généalogies. C'est un problème très important. Nous avons, je fais une parenthèse, je crois que nous avons pensé la sororité autrefois, c'est-à-dire comment l'être ensemble horizontal, nous avons, il me semble, c'est peut-être parce que je vieillis et que j'y pense, mais nous n'avons pas tellement pensé la transmission diachronique. Et je suis frappée là parce que nos amis, les hommes, par exemple, quand je regarde mes amis philosophes, ils sont très forts. Ils sont très très forts. Ils sont très forts, ils se disputent effroyablement entre eux. Je veux dire qu'ils ont des positions adverses, ils s'entretuent, etc. Mais ce que j'ai remarqué, que plus que nous, quand il y a un pépin, ils arrivent toujours à faire front. Je veux dire à être ensemble. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a une espèce de solidarité. J'ai constaté aussi quelque chose dans la généalogie. J'ai vu mourir mes contemporains, enfin certains de mes amis philosophes hommes, et curieusement, autour de leur mort ou de leur œuvre, leurs pires ennemis sont présents pour l'assumer, la relayer, en faire l'éloge et la transmettre. Alors, je m'excuse d'aborder ce problème, mais j'ai été assez frappée, j'ai vu mourir un ou deux philosophes, mes contemporains, et j'ai été frappée de voir dans les cérémonies d'hommage, d'ailleurs tonitruantes, enfin je veux dire très importantes, qu'on leur rend, il y a toujours de l'hommage très très visible, je voyais ceux qui avaient été leurs pires ennemis se livrer à des éloges dithyrambiques. Et donc, je me suis dit, il y a là quelque chose que nous n'avons pas encore tout à fait réussi. C'est cette espèce de solidarité dans l'adverse. Peut-être que nous commençons à le penser sur le plan horizontal, hein, quand même, un peu. Je veux dire, la reconnaissance de l'autre, même sans devoir admettre ses positions, mais la capacité de dialogue. Les hommes sont très forts, mais aussi la capacité de reconnaissance diachronique, si vous voulez, dans l'héritage sans testament, comme dit Arendt. Et je crois, nous avons bien sûr des pôles référentiels, Simone de Beauvoir, il y a quelques pôles, heureusement, Simone de Beauvoir, étonnamment, encore que c'est vrai qu'elle n'est pas reconnue partout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de théories interprétatives sur le tard, parce que pendant longtemps, elle a seulement été soutenue par, je dirais, celles qui étaient les adeptes de sa théorie. Donc, si vous voulez, je crois qu'il y a là, dans la constitution de l'être ensemble, une double dimension, synchronique et diachronique, qui a déjà fait des progrès immenses dans la constitution du monde des femmes, mais où il me semble que nos amis les hommes nous battent encore très fortement. Ce n'est pas une question d'histoire. Je crois que, au contraire, et en France en particulier, l'histoire est très forte, l'histoire des femmes. Il y a eu très tôt, peut-être c'est un des points forts du savoir des études de genre en France, plus que la philosophie à mon sens, il y a l'histoire. Mais l'histoire n'est pas exactement la même chose que la transmission, que la généalogie, et j'insiste donc sur cette sorte de distinction. L'histoire refait a posteriori l'articulation des choses mortes, si vous voulez. Alors que la généalogie, me semble-t-il, reprend le vivant pour le faire continuer à vivre. Et je crois que c'est important, mais moi-même je me le reproche, si vous voulez, d'être capable d'opérer ce travail de transmission qui n'est pas l'adhésion inconditionnelle à la pensée de l'autre, mais l'art de reconnaître une diachronie qui n'est pas nécessairement une histoire conformiste, vous voyez, et de créer ces généalogies de femmes. Et je terminais en disant que j'ai été très touchée, mais enfin, ça me fait aussi méditer sur ma mort, puisque de ce qu'une amie québécoise récemment, je termine là-dessus, ait fait un petit livre récemment, un peu à mon insu et un peu en me le disant quand même,
en articulant de manière que je n'ai pas eu le courage de lire, parce qu'on ne peut pas se voir dans un miroir est toujours quelque chose d'effroyable, mais qui articulait la généalogie, Rosa Luxembourg, Hannah Arendt et moi-même, qui ne suis pas encore morte, pas tout à fait morte encore, cependant, mais c'est à la fois un peu perturbant, mais en même temps un peu perturbant et en même temps touchant. Je pense que l'idée est extrêmement intéressante, si vous voulez, de créer des sortes de généalogies un peu artificielles, mais toutes les généalogies sont artificielles. Nous ne sommes jamais la copie conforme de notre mère, mais des généalogies théoriques. Et je trouve que c'est peut-être intéressant, enfin, ça me paraît intéressant de créer ainsi non seulement des familles d'esprit, ce qui, je crois, est fait quand même. Les familles d'esprit, il me semble que, nous disons, malheureusement un peu trop, les universalistes, les essentialistes, je sais quoi, enfin, ça c'est même très pauvre, ça devient très idéologique, mais de commencer à créer des généalogies, si vous voulez, dans cette question de l'héritage sans testament qu'évoquait Hannah Arendt. Alors, ce n'est pas une invitation à me retracer, à me placer dans une généalogie, mais je trouve que, il me semble que c'est la première fois que ça se fait, si vous voulez, de tracer ainsi une diachronie et qui n'est pas totalement artificielle, une généalogie d'esprit, si vous voulez, et ça pourrait être une sorte de modalité de réflexion. Donc ce n'est pas la même chose que l'histoire, encore une fois j'insiste là-dessus. Je voulais simplement signaler cette question très intéressante.